Voilà. Bonjour à tous et merci du coup de nous rejoindre pour cette 8e édition de nos rencontres du Faire tiers-lieu en santé, prendre soin de nos alternatives. Le mois dernier, nous recevions la Maison Perchée. Le mois prochain, nous recevrons Soignons Humains. Et pour l'édition du jour, nous recevons la Maison des Cultures et le réseau APA avec la présence de Caroline Deligny et de Hélène Lénard qui nous font le plaisir d'intervenir pour nous présenter ce qu'elles font. Je ne vais pas en dire tellement plus, comme à l'accoutumée, je vais plutôt leur laisser la parole. Donc voilà, c'est à vous, Hélène, Caroline, vous partagez l'écran et puis on est parti. L'idée c'est d'avoir une présentation d'une demi-heure pour ensuite laisser place aux échanges avec les participants. Donc n'hésitez pas, soit vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le fil de discussion au fil de l'eau, soit vous les gardez pour la fin, vous pourrez intervenir librement. Voilà. Merci Yann. Je vais laisser la parole à Hélène pour commencer. D'accord. Oui, donc en fait, moi, je suis raccrochée au wagon. Donc, Caroline parlera très précisément de la Maison des Cultures qui est l'objet de la rencontre. Et donc, moi, je vais parler un petit peu plus du contexte dans lequel ça se situe, en particulier l'habitat inclusif. Donc, je partage mon écran. Et puis, je présenterai le réseau APA qui travaille pour l'entraide entre porteurs de projets sur l'habitat inclusif. Alors, attendez, excusez-moi, est-ce que ça a partagé quelque chose? Oui. Ouais. Voilà. Donc, la première, donc moi-même, donc je suis consultante en gérontologie sociale dans le cadre d'une reconversion et je travaille plus particulièrement sur ce qui est au croisement de l'habitat et du vieillissement. Donc j'ai élargi mon spectre au champ du handicap en rentrant dans la création du réseau APA de l'habitat partagé accompagné. Alors, excusez-moi, voilà. Donc, tout d'abord, la question, une première question qui se pose, c'est de quoi on parle. On parle d'habitat, j'ai déjà employé le mot alternatif, inclusif, partagé, accompagné. Vous rencontrerez aussi des mots d'intermédiaire, de groupé, de participatif. Donc, c'est important d'arriver à, pour y voir un petit peu plus clair, d'abord de référer ces différents termes à l'époque de leur émergence, et puis aussi, au final, vous verrez que ce que je conseille, c'est d'employer aussi les termes en référence au texte de loi qui s'y réfère. Donc, par exemple, l'alternative, si on regarde l'émergence, les premiers projets d'habitat alternatif, c'était des projets qui se portaient finalement en critique des solutions existantes, qui étaient par exemple à l'époque les hospices, puisqu'on n'était même pas, c'était pas l'époque des EHPAD. Dans les fins des années 70, on avait encore des salles communes. Donc, proposer des solutions un petit peu en se posant en décalage et en rejet des solutions existantes. Si vous parlez de l'intermédiaire, là, on verra plutôt des propositions qui se placent entre le domicile et l'EHPAD, donc avec une vision d'un parcours. Donc l'inclusif, c'est un terme qui est plus apparu dans le champ du handicap, avec donc cette revendication d'inclusion des personnes en situation de handicap, inclusion au niveau de l'école, au niveau du travail et au niveau de l'habitat, donc rejet d'une ségrégation en établissement. Voilà. Ceci dit, donc pour s'y repérer dans tous ces habitats spécifiques, si on peut dire, je propose 3 dimensions. Donc, d'une part, une dimension de qu'est-ce qu'on partage comme espace entre,
logement complètement ordinaire, bon, chacun vit chez soi, on partagera la cage d'escalier, on partagera les entrées et tout ça, et puis jusqu'à les endroits du type colocation ou du type établissement où le seul espace vraiment privatif, c'est la chambre et le reste étant partagé. Et puis, donc, l'autre axe, puisque j'ai parlé de 3 axes, donc l'axe que vous voyez ici sur le plan, c'est qu'est-ce qu'on partage comme support, comme service, comme étayage. Ça peut être, j'emploie ces différents mots parce que ça peut être professionnel comme ça peut être non professionnel. Effectivement, chez les voisins, enfin dans un immeuble ordinaire, on aura effectivement un support ou un service partagé complètement informel. Ça sera éventuellement se prêter le journal, aller chercher le pain si on est malade, ramener les enfants de l'école ensemble. Et puis, donc, il y a des endroits où il y a beaucoup plus d'étayage jusqu'à une présence 24/24, voire un accompagnement médicalisé 24/24. Ce qui est important, le plus important dans ce graphique, c'est la 3e dimension, qui est la gouvernance et la participation, la dimension citoyenne. Donc, on a des projets qui sont faits pour les habitants. Vous avez par exemple une institution, donc il y a un promoteur, un acteur qui porte cette institution, qui est pensée pour les futurs habitants en fonction de règles et puis en fonction de ses intérêts d'acteurs. Il y a des projets qui sont portés par les habitants eux-mêmes, complètement de manière autonome pour eux-mêmes. Et puis, on a des projets qui sont en situation intermédiaire avec les habitants, avec une volonté de projets plus citoyens. Les projets par les habitants, c'est des projets 100% citoyens. Et les projets avec les habitants, c'est de permettre à des habitants qui peuvent apporter tout seuls leurs propres projets, d'avoir davantage de participation. Donc, comment ça se positionne tout ça? Vous avez en rouge, sur ce graphique, une diversité de projets. En rouge, c'est les projets qui sont pour les habitants. Donc, on a des institutions du style EHPAD, résidence-service, foyer-logement. Donc, qui sont des projets qui sont faits pour les habitants, avec plus ou moins de partage d'espace, puisque vous avez, par exemple, dans les foyers-logements, chacun a des appartements autonomes, petits studios, et puis des espaces partagés, et puis une présence un étayage, un soutien relativement léger, présence 24/24, et puis des services. En EHPAD, donc là, vous avez juste des chambres comme espace privatif, le reste étant partagé avec les autres habitants et puis avec les professionnels, et puis un accompagnement médicalisé 24/24. Ensuite, dans les projets qui sont purement des projets par les habitants pour eux-mêmes, vous avez ce qu'on appelle l'habitat participatif, avec donc des habitants, que ce soit des habitants de tous âges, qui décident de concevoir leur projet d'habitat pour eux-mêmes, et ensuite dans une optique de le gérer et d'avoir un mode de vie de voisinage qui est un petit peu différent de Monsieur Tout-le-Monde, avec éventuellement des logements autonomes et des espaces partagés. Donc là, vous avez des projets qui sont faits. Les premiers projets de ce type, c'était plutôt dans les années 80, des familles qui voulaient élever différemment leurs enfants et qui se sont regroupées. Et puis, vous avez actuellement des projets soit intergénérationnels avec des gens de toutes les générations, ou des projets spécifiquement créés par les retraités pour eux-mêmes. Je pense que j'ai mis des références et des exemples. Vous avez par exemple Chamarel, qui a été très médiatisé dans la région lyonnaise. Et puis ensuite vous avez donc les projets qui ont été faits avec les habitants. Donc, on a et dans une volonté donc de lutter contre la solitude et le besoin d'aide, par le lien social et la participation active, c'est-à-dire de permettre aux gens de rester en projet. Et là, on a quand même une grande diversité de projets. Donc là, vous verrez Maison des Cultures qui se situe dans la colocation avec un appartement, avec un accompagnement 24/24. Donc, vous êtes plutôt quand même à droite, en haut à droite du graphique,
mais donc avec une dimension citoyenne de participation, enfin d'ouverture et de participation des personnes et des familles, en l'occurrence, sur plus de participation, par exemple, que dans un établissement. Et puis, vous avez, là aussi, je donne un exemple dans les annexes, vous pouvez avoir des logements indépendants qui sont regroupés autour d'une salle commune et une présence relativement légère d'une personne qui sera là pour aider les personnes à avoir cette vie commune, des activités et ce lien social. Donc, on pourra dire que tout habitat, tous ces habitats, enfin ces habitats avec les habitants sont tous des habitats participatifs. Moi, c'est vrai. Donc, et les habitats participatifs sont aussi des habitats inclusifs puisqu'ils promettent l'inclusion des personnes dans la cité. Mais bon, c'est intéressant de référer les différents termes aux textes de loi qui les ont utilisés pour s'y retrouver. Donc, l'habitat participatif au sens de Chamarel, par exemple, on est dans le cadre de la loi ALUR de 2015. L'habitat, enfin, les résidences-services, foyers logement, EHPAD, donc on est dans le Code de l'action sociale et des familles, et on est aussi, il y a eu des dispositions dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2016-2017, je ne me souviens plus de la date, excusez-moi. Et puis l'habitat inclusif tel qu'il est posé actuellement et tel qu'on va en parler, et dans le cadre duquel s'inscrit Maison des Cultures, on est dans la loi Élan de 2017. Donc, ce qui distingue l'habitat inclusif des autres, de ces autres formes spécifiques, c'est en particulier cet étayage dont j'ai parlé et qui a des habitants qui peut avoir quatre formes. Il y en a 3 qui sont obligatoires, qui sont inscrits en fait dans la loi Elan. C'est finalement une veille, une attention bienveillante les uns aux autres, et puis d'avoir aussi une personne, un salarié qui incarne cette veille. Donc un soutien à la convivialité pour avoir une dynamique des habitants entre eux, et puis une aide à l'inclusion sociale, donc pour permettre aux personnes de continuer à participer à la société, et puis aussi éviter par exemple la fracture numérique entre les âges, enfin, et puis un certain nombre de soutiens donc plus individuels, et puis un quatrième soutien qui peut être aide à la personne. Là, tous les habitants dans tous les habitats n'en ont pas forcément besoin. Juste Hélène, je vais me permettre juste d'intervenir pour qu'on avance. On est un petit peu sur le temps. Voilà. Donc, si on avance, donc du coup, je parlerai du réseau APA après, si vous voulez que je laisse la place. Donc, les enjeux du développement de l'habitat inclusif, donc c'est il y a quelque chose qui est important, qui est du partage, de la participation et du partenariat, pour que les personnes puissent choisir localement la manière avec qui ils veulent vivre et vieillir et mieux faire face aux fragilités. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place depuis 2017, avec qui est pas si facile que ça, et donc c'est pour ça que le réseau APA s'est créé en 2016, donc pour susciter une entraide entre les porteurs de projets de ce type d'habitat. On s'est aperçu qu'il y avait tous les mêmes difficultés, et donc il y a cette volonté d'entraide entre porteurs de projets. Actuellement, il y a une centaine de membres donc qui œuvrent ensemble pour faciliter l'émergence de ce type de projet. Voilà, j'arrête le partage d'écran et je laisse la place à Caroline. Merci Hélène pour avoir remis dans le contexte. Du coup, bonjour à tous. Donc moi, c'est Caroline
de l'UNI. Donc, voilà. Vous voyez bien C'est bon? L'écran? Ouais. Ok, bon, je continue. Donc, je Très suis bien, on voit Caroline. très Donc, moi, bien. je suis cofondatrice de Maison des Cultures et puis je suis coordinatrice de la maison partagée qui s'appelle donc La Poussinière. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a voulu créer cette maison partagée, comment elle fonctionne, et surtout l'objectif c'est de mettre en avant les enjeux que ça pose par rapport justement aujourd'hui à comment accompagner les personnes fragiles dans un contexte aussi de dynamique territoriale. Voilà. Donc, rapidement, un bref historique. On a commencé en 2017 et notre problématique, c'était justement comment proposer à des personnes fragiles des conditions de vie qui favorisent l'autonomie, un cadre sécurisant, un maintien du rôle social en étant dans un environnement familial. Maison des cultures, notre objectif, c'est ça, c'est développer, gérer des habits, animer la vie sociale dans ces maisons, mais aussi sensibiliser et communiquer sur le sujet de la dépendance, de l'habitat partagé, et puis éventuellement d'autres formes d'activités comme l'accueil de jour ou l'accueil de répit. Donc, juste pour vous situer, on est là, on est au sud de Paris. Comme ça vous permet de visualiser. On est au bord de la forêt de Fontainebleau, au bord de la Seine, dans un petit village qui s'appelle Thomery, qui fait 3000 habitants. Donc, Maison des Cultures, notre ADN qui sera toujours présent, c'est une maison conviviale, familiale, à taille humaine, un accompagnement non médicalisé qui va être basé sur la confiance, la sécurité affective, le maintien du libre choix. Donc, par exemple, nous, on s'appuie sur l'approche Montessori pour l'accompagnement des personnes. La participation sociale dans la maison et à l'échelle du quartier. Le jardin, c'est aussi un de nos axes forts, comme un espace de rencontre, de bien-être. La place des aidants et bien sûr coordonner cette vie colocative. Donc ça, c'est les éléments qui font l'ADN de tous nos projets. Donc aujourd'hui, Maison des Cultures, au niveau réglementaire, on est une coopérative. Donc c'est une SIC qui a le label ESUS et qui a but non lucratif, c'est-à-dire que tout l'argent que gagne la SIC revient entièrement au projet social. Et on a également une association, parce que dans ce type de projet, eh bien c'est assez hybride comme montage, et donc on a 2 structures juridiques. Au niveau de la SIC, juste très rapidement, parce que c'est un statut qui est peu connu. Donc la SIC, c'est une société, nous en l'occurrence c'est une SAS, mais auquel on ajoute du droit coopératif. Donc statutairement, il y a un certain nombre de règles qui sont posées pour qu'il y ait une gouvernance participative et une lucrativité limitée. Donc, par exemple, les 4 points fondamentaux, c'est la présence de 6 collèges de parties prenantes, c'est-à-dire que chaque personne, quelle que soit sa place dans le projet, peut s'associer. Et à ce titre-là, une fois qu'elle est associée, comme c'est une gouvernance, une personne égale une voix, eh bien, elle peut participer au processus décisionnel. Et en ce qui concerne les bénéfices, donc ils sont entièrement reversés au projet social, c'est-à-dire qu'aucun associé ne pourra un jour récupérer de l'argent du fait d'être associé. Et dans la SIC, on est associé et coopérateur, c'est-à-dire que l'on peut à la fois être associé et être salarié. Voilà, c'était pour le statut juridique. Aujourd'hui, Maison des Cultures, très concrètement, donc c'est La Poussinière, c'est une maison partagée où on accueille 10 personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer, qui ont un accompagnement permanent. Et au deuxième étage, on a un logement pour 2 jeunes personnes. Et on est ouvert depuis 2021. On a un deuxième projet en cours qui n'est pas encore ouvert, qui s'appelle Le Prieuré, qui s'adressera plus à des jeunes adultes en situation de handicap, avec un projet autour du maraîchage et d'un lieu culturel, donc qui peut s'apparenter un peu à ce qu'on appelle un tiers-lieu, puisqu'il y aura multiples types d'activités sur ce site. On fait de nombreuses actions pour les aidants et également du partage d'expériences auprès d'autres porteurs de projets notamment. Ça, c'est nos activités actuelles. On en a parlé tout à l'heure, mais je vais vous parler un peu plus précisément de la maison partagée, qui est donc de l'habitat inclusif, qui est un dispositif qui est soutenu par le département et par la commune. Et donc, on a 3 piliers, c'est le logement, l'aide à la personne non médicalisée avec un prestataire et la vie sociale coordonnée qui permet
d'impliquer les personnes elles-mêmes et leurs familles tout au long de la vie de la maison. Donc, c'est organisé en fait de cette manière-là, c'est-à-dire que Maison des Cultures qui est là a pour rôle de coordonner la vie sociale et ensuite c'est tout un tas de partenaires avec lesquels on travaille. Donc, c'est pas du tout des modèles all-inclusive comme dans des établissements qui vont fournir tout ce dont les personnes ont besoin. Là, en fait, en fonction des besoins de la personne avec les services déjà existants sur le territoire, que ce soit l'aide à la personne, que ce soit la filière médicale, les partenaires plus sociaux. Donc, c'est pour vous montrer l'importance de cet ancrage territorial et aussi d'être dans une zone où on va pouvoir répondre aux besoins des personnes. Par exemple, là, sur des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, si on n'a pas de médecin ou d'une filière médicale autour, c'est compliqué. Donc là aussi, pour vous montrer le nombre de partenaires avec lesquels on travaille, encore là, ils n'y sont pas tous, que ce soit public, privé, des réseaux d'accompagnement, de l'ESS, et puis tout ce qui va fournir l'aide auprès des personnes aussi. Alors, je vous parlais du premier domicile partagé, la Poussinière. C'est la première maison, on va dire, colocation Alzheimer en Seine-et-Marne. Donc, 10 personnes âgées qui vivent ici. Et donc, elle bénéficie d'accompagnement d'auxiliaires de vie 24 heures sur 24. Et le but, c'est permettre à des personnes, même malades, de garder un libre choix, de maintenir leur autonomie, et tout ça en lien avec les familles, et en fait, de recréer, de travailler sur la coopération, justement, entre les familles, les personnes et les accompagnants, avec une responsabilité partagée. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça marche dans le sens où les personnes, elles vont bien du point de vue moral, elles se sentent chez elles se sentent bien dans la maison, les familles sont ravies. Donc, on voit que ça fonctionne. Cependant, évidemment, il y a un certain nombre de limites. Et donc, c'est un peu aussi l'objet aujourd'hui de la discussion, c'est de montrer ce qui fonctionne et puis ce sur quoi il faut continuer à avancer pour ce type de solution. Mais juste avant, du coup, sur le côté inclusion et ancrage territorial, il faut le voir à plusieurs échelles. Au sein de la maison, déjà, le fait de vivre en colocation pour ces personnes-là crée une stimulation, d'emblée, une socialisation. C'est-à-dire que les personnes, elles partagent les repas du midi, elles partagent les repas du soir, elles passent la journée dans la même maison. Si vous voulez, elles ont leur chambre en partie privée, mais tout le reste, c'est des parties communes. Et donc, il y a beaucoup d'entraide qui naît de ça. Elles se croisent, elles s'interrogent les unes les autres. Quand quelqu'un n'est pas là, ça questionne. Tiens, vous avez des nouvelles, etc. Et puis, la colocation au deuxième étage aussi, ça crée cet échange intergénérationnel, puisque ce sont des jeunes et ils passent beaucoup de temps dans la maison. Ils nous aident à des petites missions bénévoles. À l'échelle du site, par rapport au jardin, le jardin est aussi une manière de faire rentrer l'extérieur dans le site et que les gens puissent se croiser sans être dans l'intimité de la maison des personnes. Donc, par exemple, ça peut être demain après-midi, on fait une chasse aux œufs avec des enfants et donc ça permet aux enfants et à leurs parents de venir dans le jardin et puis de voir, ah bon, c'est des personnes, on m'a dit Alzheimer, on dirait pas, ah c'est agréable, on se sent bien. Et en fait, voilà, nous, on croit très fortement que c'est comme ça aussi qu'on peut changer le regard et créer cette inclusion, en tout cas, créer ces échanges-là. Et puis, à l'échelle du village, c'est aussi nous, pouvoir aller à l'extérieur, pouvoir aller à l'église, pouvoir aller au concert, pouvoir aller au marché, pouvoir aller sur les forums qu'il y a dans le village pour parler de nos activités. Et encore ancrer cette question de territoire. Donc voilà un petit peu très rapidement parce que après l'idée c'est que avec vos questions je puisse aller plus loin si vous avez des questions particulières, mais il y a pas mal de questions que ça soulève.
on a mené une étude, donc Hélène a mené l'étude d'impact social lors de la première année de la maison. Ce qui est très clair, c'est que le bilan positif, il est unanime et très positif, le bilan humain, pardon. Et les limites, par contre, c'est le coût, puisqu'il y a c'est une solution qui, avec la présence 24 heures sur 24 et notamment la nuit, apporte un coût trop important pour les familles. Donc là, l'enjeu, c'est comment diminuer le reste à charge pour les familles pour que ce soit une vraie solution. Aujourd'hui, la poussinière, c'est un peu une expérimentation, on va dire, mais comment on peut faire bouger les choses pour que les familles puissent être aidées, notamment sur les heures de nuit, et que aller en habitat partagé accompagné, même quand on est dépendant, puisse être un choix, qu'on puisse avoir un choix. L'EHPAD peut correspondre pour certaines personnes, le domicile partagé pour d'autres. Et puis, un autre questionnement aussi, le domicile partagé jusque quand? Nous, l'objectif, c'est que les personnes restent là jusqu'au bout. Et jusque maintenant, on a eu 5 départs et donc 4 décès. Donc, la plupart des personnes sont allées jusqu'au bout ici. Et puis d'autres questions, comment répondre face à l'angoisse, à la désorientation qui grandissent? Parce que même si les gens vont bien, on le voit, la maladie, elle continue de toute façon à progresser. Donc ça pose ces questions-là aussi. Et puis après, à une échelle un peu plus structurelle, je dirais, de Maison des Cultures, et bien voilà, sur une petite expérimentation comme ça, une petite structure, comment faire pour développer des activités, d'autres maisons partagées, financer les fonctions support, diminuer le reste à charge. Voilà, pour vous montrer qu'il y a de nombreux enjeux liés à cette activité. Et puis, on a plusieurs champs de questionnement. Il y a la question de l'habitat partagé accompagné, qui est encore un modèle qui commence à se développer, mais c'est encore le début, surtout auprès du public dépendant type Alzheimer. Donc là, on s'appuie beaucoup sur le réseau APA et sur d'autres collectifs de travail. Ensuite, sur la question vraiment du profil des personnes âgées ayant des troubles cognitifs, eh bien, on parle de cette transformation de l'offre médico-sociale partout, mais à quel prix pour les familles? Donc là, il faut vraiment que les collectivités s'engagent plus pour développer ce modèle-là, parce que encore une fois, la réponse apportée est vraiment leur correspond vraiment. Dans une structure de petite taille, ils peuvent prendre des repères, ils peuvent enfin, il y a très peu de troubles du comportement parce que la liberté qu'ils ont et l'adaptation de chaque journée, vraiment chaque journée, voilà, chaque moment dans la journée, leur permet de se sentir bien. Par exemple, sur l'heure du lever, on a une dame aujourd'hui qui s'est pas réveillée avant midi, mais on sait qu'elle a besoin de dormir. Donc, c'est pas grave. On va adapter. On fera la toilette un peu plus tard dans l'après-midi. Mais en fait, lorsqu'on a plus ces capacités cognitives, le fait de pouvoir qu'on puisse répondre aux besoins au quotidien et de réadapter, c'est ça qui va faire que la personne se sente bien, même si la maladie est évoluée. Et encore une fois, on évite beaucoup de médicalisation, on évite beaucoup de troubles du comportement, etc. Et après, sur le côté SIC, donc nous, c'est un choix qu'on a fait de se constituer en SIC. Et bien, il y a beaucoup de sujets à mettre en avant sur la question du statut juridique aussi pour ce type de projet. Voilà, j'ai dressé les grandes lignes, mais l'idée de ce temps, c'était qu'on puisse répondre à pas mal de questions, quels que soient les sujets. Donc, je vais laisser la parole aux participants pour répondre aux questions. Eh ben, merci beaucoup pour ça, Caroline. Si tu veux, tu peux arrêter le partage d'écran. Ouais. Merci beaucoup pour ces présentations, Hélène, Caroline. Ce qui était intéressant quand on a commencé à discuter ensemble, c'était justement cette dimension de l'habitat qui apportait en fait en quelque sorte une nouvelle fonction aux tiers-lieux tels qu'on les entend habituellement, et du coup dans cette dynamique des lieux qui repensait la manière de pratiquer le soin, on trouvait intéressant de faire intervenir dans ce cadre-là. Vous avez dit déjà beaucoup de choses lors de vos présentations. Maintenant, la parole est
est aux participants. N'hésitez pas. Hélène et Caroline sont là jusqu'à 14h pour répondre à toutes vos questions. Donc, allez-y, la parole est à vous. Je vous propose de lever la main dans le chat pour qu'on organise un petit peu les discussions. Et puis voilà. Eh ben, c'est très bien, on va commencer parce qu'il y a déjà Ingrid qui a levé la main. Donc Ingrid, je t'en prie, la parole est à toi. Oui, bonjour. Alors, j'ai beaucoup de questions parce que je trouve ce projet absolument passionnant. Déjà sur le statut de la SIC, qui est intéressant. Donc moi j'aurais aimé savoir si vous incluiez dans la gouvernance en fait les personnes donc atteintes d'Alzheimer ou leur famille ou les deux et comment ça se passait. Après, j'avais une deuxième question, mais là, vous n'aurez peut-être pas le temps d'y répondre parce que je pense que ça mériterait sans doute d'en parler face à face, mais vous insistez beaucoup sur l'ancrage territorial, en fait, et j'aurais aimé savoir, en fait, avec quels partenaires vous travaillez et s'il y avait des phénomènes de coopération avec ces partenaires, mais bon, là, je comprendrais vraiment que, voilà, parce que ça peut être très long. Et puis, troisième point, qui est peut-être pas une question, mais une remarque. Là, vous plaignez du reste à charge, qui est assez important, ce que je peux imaginer. Est-ce que vous êtes entré en contact avec la CNSA ou l'ARS qui très souvent, en fait, ont des appels à projets? Alors, je ne sais pas s'il y en a eu sur ce genre de projet, mais enfin, je pense que ça peut rentrer sans doute dans l'un ou dans l'autre des appels à projets. Voilà. Merci beaucoup, Ingrid. Alors, par rapport à la première question sur la gouvernance, donc il y a plusieurs échelles. Au niveau de la SIC, vraiment, de la gouvernance de la SIC, on a 6 collèges, parmi lesquels le collège des bénéficiaires. Et donc, dans le collège des bénéficiaires, tous les bénéficiaires de nos services peuvent s'y associer. Et dans le public avec lequel on travaille actuellement, ce sont plus les familles du coup qui s'associent à la SIC si elles le souhaitent, ce qui n'est pas du tout obligatoire, c'est dissocié. On peut venir habiter dans la maison partagée sans être associé à la SIC. Donc les familles peuvent s'associer à la SIC et du coup participer à cette gouvernance. Et à une autre échelle, au niveau de la vie de la maison, parce que en fait, il y a la gouvernance de la SIC pour gérer Maison des Cultures, mais on va dire il y a la gouvernance de la maison partagée, où là, on va avoir plusieurs instances. Alors, au plus précis, au plus proche, au quotidien, avec les colocataires, il n'y a pas d'instance à proprement parler, on ne fait pas de réunion de colocation. Par contre, tous les jours, on va sonder les besoins, les habitudes de vie, par exemple, sur le placement à table, sur des choses très concrètes sur lesquelles ils peuvent effectivement faire un choix, avoir prise. Qu'est-ce qu'on mange, comment on se place à table, qu'est-ce qu'on fait comme activité, est-ce que je fais ma sieste au salon ou dans la chambre, et là je trouve qu'il y a trop de monde en ce moment qui passe dans la maison, sur des choses comme ça sur lesquelles effectivement ils vont pouvoir avoir prise. On travaille quotidiennement. Et ensuite, il y a le conseil de colocation qui réunit les familles. On se réunit une fois par mois pour prendre toutes les décisions qui sont en lien avec la vie de la maison. Ça va de le choix du fournisseur d'électricité avec la crise énergétique à là les colocataires ils ont voulu manger moules frites, sauf que c'est un peu galère de faire moules frites à la cuisine, alors on fait une sortie resto, donc est-ce que tout le monde est ok, voilà, toutes ces choses là du quotidien au niveau du conseil de colocation. Voilà un peu comment ça fonctionne. Ensuite, sur l'ancrage territorial, oui, il y a beaucoup de coopération à avoir dès le début et puis ensuite à tisser, que ce soit au niveau des partenaires publics que des partenaires aussi libéraux médicaux et les établissements comme les résidences-services, les EHPAD et tout ce qui est aussi activité sociale. Donc, c'est très touffu, très varié et c'est dès le début de l'avant-projet, dès l'étude de faisabilité et ensuite tout au long de la vie du projet parce que les choses, elles bougent, elles sont dynamiques et après, il faut les nourrir, ces partenariats-là. Ça, c'est très important, surtout les partenaires publics. C'est important de les nourrir, c'est important de raconter ce qui se passe dans la maison parce qu'ils y ont participé, donc ils ont besoin de savoir comment ça se passe. Et ensuite, sur le reste à charge,
Alors oui, la CNSA et l'ARS, je sais pas, moi je dirais que, je sais pas si ils en sont pas encore là ou si on n'en est pas encore là, mais peut-être que la CNSA et l'ARS vont pouvoir aider à financer sur un projet en particulier, par exemple. Oui. Mais nous, à long terme, ce que l'on souhaiterait, c'est que c'est qu'il y ait des choses qui soient faites au niveau de l'APA, notamment sur les heures de nuit, et du crédit d'impôt, que par exemple le plafond du crédit d'impôt pour l'aide à la personne soit levé pour ce type de dispositif. Parce que de fait, une personne qui a des troubles cognitifs qui vit chez elle, au bout d'un moment, ce qui va faire que c'est plus possible, c'est souvent la nuit. Et donc, c'est cette présence de nuit ou même une veille, c'est la nuit et la question de la veille, c'est-à-dire la personne, elle va plutôt bien, mais en fait, elle a besoin d'une veille parce que si on n'est pas là juste pour voir qu'elle est sortie et que là, ça fait plus que son temps de chemin habituel, elle n'est pas rentrée, c'est là qu'elle se perd, c'est là qu'on appelle les pompiers et tout. Et donc, ouais. Je peux dire un mot sur la CNSA? Enfin, j'arrive pas à lever la main. Vas-y. Oui. Oui, en fait, la CNSA et les ARS d'abord, ils ont participé au financement par le biais de l'aide à la vie partagée. Oui. Ils sont tout à fait conscients du problème de reste à charge et il y a des groupes de travail, par exemple, dans le laboratoire des solutions de demain. Et puis, il y a un certain nombre de groupes de travail qui se saisissent de ce problème pour voir comment faire, par quel biais on peut arriver à baisser ce reste à charge. Donc, ce n'est pas un problème C'est en cours qui est invisible. Mais la question, c'est effectivement, on ne bénéficie pas, enfin, ce n'est pas un établissement, donc on ne bénéficie pas des mêmes possibilités que les établissements. Pourquoi les personnes qui ont peu de revenus peuvent rentrer en établissement? Parce qu'il y a l'aide sociale à l'hébergement. En fait. Et ça, donc, pour l'instant, comme ce n'est pas un établissement, on ne peut pas avoir ça. Donc, il y a différents types de réflexions. Par exemple, dans le champ du handicap, la PCH permet de financer, quand on est groupé, une présence 24-24, ce qui n'est pas possible avec l'APA. Donc, la question, comme disait Caroline, c'est qu'on va au-delà de la subvention passagère pour arriver à fonctionner, mais il faudrait trouver quelque chose qui permette que ce type de dispositif puisse exister et être viable économiquement et accessible à tout le monde. Très bien. Merci pour ces éléments de réponse. Il y a une autre main levée. Frédéric? Ça y est. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'aurais des questions pratiques concernant l'équipement et la gestion du turnover dans la maison. Est-ce que juste, j'ai oublié de le préciser, mais quand vous prenez la parole, est-ce que vous pouvez simplement vous présenter, qu'on sache… Ah oui, excusez-moi. Donc, Frédéric Boudet, LISA, l'immobilier solidaire et associatif. Je suis cofondateur et dirigeant d'une foncière solidaire qui réalise des habitats inclusifs du même type que ceux de Caroline. Aujourd'hui, on est présent dans le 78 avec une association et on se développe dans le 92 avec une autre. Et sur des questions pratiques concernant la maison, comment vous avez équipé les parties communes? Est-ce que c'est bien les locataires qui équipent leur chambre avec leurs propres meubles? Et dans le cas justement tu as dit qu'il y avait eu 4 ou 5 départs, comment ça s'est géré au niveau de la problématique des meubles des chambres pour enlever les anciens et mettre les meubles des nouveaux colocataires. Et dernière question, comment tu gères, est-ce qu'il y a un fichier, alors c'est un peu compliqué parce que c'est des personnes âgées, est-ce qu'il y a une fichier d'une liste d'attente, entre guillemets, de personnes pour intégrer la maison dans la vie courante, dans le cadre de turnover? Oui. Alors, au niveau de l'équipement, les parties privées, les chambres, elles sont louées vides. On fournit les rideaux qui sont occultants et la chaleur, voilà.
mais elles sont louées vides et chacun les meuble comme il le souhaite lorsqu'il arrive. Et donc, lorsqu'il part, eh ben, la famille doit libérer la pièce. C'est la famille qui gère en fait l'aménagement, le déménagement. Nous, on peut aider, hein, prendre une livraison, des trucs comme ça, mais c'est la famille qui gère ça. Et quant aux parties communes, lorsqu'on a ouvert, on a eu trois manières d'aménager. Tout ce qui était électroménager, on a acheté. Tout ce qui était de l'aménagement meubles, ces choses-là, on a proposé aux colocataires qui arrivaient, s'ils voulaient mettre à disposition leurs propres meubles, en précisant bien qu'une fois que c'est mis en commun, ça peut être abîmé, ça peut être voilà, il faut accepter que ça puisse toucher par tous, etc. Mais qui peuvent le récupérer s'ils le souhaitent quand ils partent. Et ce qui manquait, on a fait un appel aux dons. Et donc, on a reçu beaucoup de dons d'objets, d'ameublement, etc., qui ont fait l'objet d'un chantier participatif pour tous trier et aménager la maison. Puis petit à petit, ça s'est étoffé. Voilà comment ça fonctionne. Et au niveau de la liste d'attente, oui, c'est important qu'on ait une liste d'attente parce que la question de la gestion locative, la vacance locative est assez importante aussi. Cela dit, ça ne veut pas dire grand-chose parce que même si on a 10 personnes en liste d'attente, le jour J, peut-être que ces personnes-là auront changé de projet. Et c'est ce qu'on se rend compte d'ailleurs, souvent les listes d'attente, elles sont plus tellement valables au moment T, quoi. Donc là, l'idée là-dessus, c'est de beaucoup plus travailler sur l'accueil en journée parce que cette question du passage, en fait, c'est une vraie question du passage entre le domicile privé et un domicile partagé. Et il y a un gros travail à faire avec les familles, beaucoup, sur la prise de confiance avec la future structure, avec son fonctionnement, avec le lieu aussi, et de la part de la structure 3P, porteuse de projet, par exemple nous, Maison des Cultures, également, de connaître la personne, de connaître ses habitudes. Et donc l'idée, c'est de renforcer plus les accueils à la journée pour faciliter ensuite les arrivées. Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup. Il y a d'autres mains. Alors, on a Émilie et Camille. Je ne sais pas qui avait levé la main la première. C'est Camille. Camille, nous t'écoutons. Alors, on a la question de Camille qui est déposée dans le fil de discussion. Bonjour, y a-t-il des réseaux qui permettent de mettre en relation des personnes qui souhaitent habiter, construire un habitat inclusif pour se regrouper au niveau géographique ou selon les besoins? Hélène, tu veux répondre? Tu remets ton micro. Que vous dire? Donc, le réseau APA dont j'ai parlé très rapidement, donc c'est un réseau qui est né pour faciliter l'entraide, enfin pour promouvoir le développement de ce type d'habitat. Donc, le terme habitat inclusif n'existait pas encore. Donc, promouvoir le développement de ce type d'habitat et en particulier en facilitant l'entraide entre porteurs de projets. Et puis, bon, aussi, donc, il y a une dimension accompagnement des porteurs de projets et puis une dimension plaidoyer. Mais je disais qu'il y avait une centaine de membres, il y a une centaine de départements en France, donc on est encore loin d'avoir un réseau qui couvre tout le territoire et qui permet de sonner à une porte en disant moi je voudrais développer quelque chose et à qui il faut que je m'adresse. Donc pour l'instant, on est encore dans les prémices d'une organisation et au réseau APA, donc il y a finalement on distingue finalement les projets suivant leur maturité. Et donc là, on parle de porteurs d'intention
enfin, donc là, ça serait au niveau des porteurs d'intention. Donc pour l'instant, les gens qui sont simplement porteurs d'intention, vous pouvez bien sûr vous adresser au réseau APA, mais on vous renverra d'abord à des ressources qui sont déjà disponibles en ligne pour une acculturation. Par exemple, pour faire la différence, quand vous dites je souhaite habiter, construire un habitat inclusif, bon, est-ce que c'est habiter, construire, est-ce qu'on est vraiment dans l'habitat inclusif ou est-ce que vous avez un projet d'habitat participatif? Donc, vous avez les ressources. Donc, sur le réseau APA, il y a un certain nombre de ressources qui sont disponibles, dont un MOOC sur ce que c'est que l'habitat partagé accompagné, et puis déjà des premiers éléments de réflexion sur comment on monte un projet. Est-ce que tu pourras nous partager les liens? Excuse-moi de t'interrompre. Tu pourras nous partager les liens quand tu auras terminé dans le fil? Oui, je l'ai Merci. fait. Merci et puis, beaucoup. donc, on a la plateforme Mon Habitat. On a la plateforme Mon Habitat Inclusif, qui est une plateforme créée par une association qui a été créée en coopération entre le réseau APA, la Caisse des dépôts et consignations et la Fondation Petit Frère des Pauvres, sur lequel il y a aussi un certain nombre d'éléments de connaissances sur l'habitat inclusif, et puis aussi un certain nombre de points de réflexion sur comment monter, enfin, quelles sont les questions à se poser quand on est porteur de projet. Mais pour l'instant, oui, il n'y a pas encore d'organisation. Alors, par exemple, pour l'habitat participatif, vous avez le réseau Habitat Participatif France qui a aussi des bourses, enfin, ils ont une cartographie et des bourses, et puis une espèce de bourse, dans un département, si vous voulez monter un projet, vous indiquez, et puis si vous voulez intégrer si vous êtes un projet déjà monté et que vous avez encore des places, vous pouvez aussi vous manifester. Bon, une bourse pareille n'existe pas encore. On sait qu'il y a un besoin des acteurs d'être en lien. Bon, le réseau APA, pour ça, il fait des rencontres régulières au niveau des régions. Voilà. Très bien. Parfait. Merci. On a d'autres questions. On a Émilie qui lève la main. Alors, hop. Bonjour, du coup, moi c'est Émilie, je travaille pour la coopérative Apicop. Donc, on porte des projets d'habitat inclusif en Loire-Atlantique pour les personnes en situation de handicap. Et ma petite question, c'était concernant, dans les cas où il y a des besoins de soins, comment ça se gère dans le quotidien? Est-ce que ces personnes sont hospitalisées, elles ont quand même encore leur place? Enfin voilà, comment se gère le soin dans cette maison? Alors, c'est quelque chose qu'on avait, on savait que c'est des personnes qui sont âgées et malades, mais on n'avait pas anticipé effectivement autant cette présence du soin. La moyenne d'âge, c'est 86 ans. Donc, il y en a qui ont diabétiques, qui ont des troubles cardiaques, etc. Donc, le soin est présent dans la maison. Donc, la structure n'est pas médicalisée au sens juridique et puis même au sens physique. Voilà. Cependant, on doit adapter. Donc, par exemple, au niveau du soin, alors déjà, on s'appuie sur toute la filière de ville, c'est-à-dire les infirmières libérales, les kinés libéraux, le médecin traitant de la personne. Et donc, c'est la famille qui reste responsable du parcours médical. Nous, on va le faciliter dans le sens où, par exemple, pour le kiné, il y en a un qui vient, eh bien, il va voir les personnes qui ont besoin d'être vues. On va pas dire aux familles de faire tout l'annuaire du kiné pour trouver leur praticien, quoi. Voilà. Par exemple, pour le médecin du village, c'est pareil. On l'a vu en amont, on lui a expliqué le projet, on lui a demandé s'il serait d'accord pour prendre les nouveaux colocataires comme patients. Il a dit OK, alors qu'il prend plus de nouveaux patients. Donc nous, on va faciliter. On va aussi coordonner dans le sens organisationnel, c'est-à-dire là, par exemple, cet après-midi, il y a une dame qui a un rendez-vous à l'extérieur médical, donc elle pourra pas voir l'orthophoniste. Donc, c'est nous qui faisons le lien, en fait. Je dis à l'orthophoniste qu'elle sera absente, etc. Mais c'est la famille qui va l'emmener à son rendez-vous médical. Et ensuite, en ce qui concerne l'évolution, on adapte aussi, par exemple, souvent les personnes arrivent avec un lit classique et au fur et à mesure de l'accompagnement, on demande d'installer un lit médicalisé pour faciliter les choses.
Et on peut aussi s'appuyer sur les SIAD qui vont pouvoir venir nous aider pour une toilette un peu plus médicalisée, et sur tous les réseaux de soins aussi, type les équipes mobiles psy de la personne âgée, les équipes mobiles gériatriques, l'HAD aussi. En fait, tous ces dispositifs, on s'appuie énormément dessus. Il y a parfois des hospitalisations, donc dès qu'il y a un problème aigu, de toute façon, tout de suite, c'est comme au cas d'un maintien à domicile, l'accompagnant est là, il appelle les pompiers directement, et les pompiers viennent, et bien souvent ils emmènent la personne pour voir ce qui se passe derrière un problème de soins aigus. Et parfois la personne revient dans la foulée, mais parfois elle doit être hospitalisée quelques jours. Mais ce qu'on remarque, c'est que cette veille permanente évite un bon nombre de passages aux urgences et d'hospitalisation. Ne serait-ce que par les chutes, par exemple. Alors déjà, il y a beaucoup moins de chutes, enfin, on limite les chutes, mais en plus, quand il y en a, les personnes sont relevées de suite et on n'est pas systématiquement obligé de passer par la case des urgences s'il n'y a pas eu voilà, si on a vu la chute, si ça n'a pas tapé la tête, etc. Donc voilà comment ça fonctionne. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, très bien. Voilà. Tu peux aller dans la foulée, il y a une question sur les médicaments dans le chat. Alors oui, les médicaments, c'est exactement pareil qu'à domicile. C'est-à-dire que l'infirmière, elle vient faire les piluliers et les auxiliaires de vie sont habilités à les distribuer. Et quand il y a des personnes qui ont besoin de soins plus quotidiens, comme des pansements ou des glycémies, l'infirmière, elle passe matin et soir. Parce que non, eux, ils ne peuvent pas du tout gérer tout seul leur traitement, pas du tout. Et s'il faut conserver au frigo, qu'il faut pas stocker médicaments avec aliments, vous savez, dans le frigo, on a en haut les trucs dans lesquels on met les œufs et tout là. Bon voilà, on met là-dedans. Nous, en l'occurrence ici, c'est l'insuline qui va au frigo. Voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Très bien, merci. On a une main levée de Céline. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, moi je suis Céline Vasseur, je suis présidente d'une association en Savoie, Parenthèse Savoie, qui est dédiée aux professionnels de santé, du soin et de l'accompagnement. Et on a pour projet de créer une SIC. Donc j'avais quelques questions sur le montage et la gouvernance. Alors déjà, est-ce que vous avez des partenaires, dans vos partenaires institutionnels, collectivités et tous les acteurs du domaine de l'aide à la personne, est-ce que vous avez des structures qui sont associées dans votre SIC? Et est-ce qu'ils étaient partie prenante du projet avant la création de la SIC ou sont-ils venus ensuite? Voilà, comment ça s'est fait. Merci. Alors, déjà, vous êtes accompagné pour la constitution de votre SIC? Alors, oui, on est accompagné par France Active et puis on sera accompagné par l'URSSCOP pour l'instant. On est encore en modèle associatif. Quand on lancera la transformation, on est déjà en contact avec l'URSSCOP. Oui, voilà. C'est ça, nous aussi. Et en fait, c'est vraiment indispensable. Voilà, ils sont très aidants et ils sont avec nous dans toute la vie de la SIC. Nous, on a dans les partenaires publics la commune qui est associée et qui s'est dès le début associée. Et après, oui, en fait, toutes les parties prenantes les plus prépondérantes dans le projet sont associées au début. Enfin, ouais, pas toutes, mais pas forcément toutes, non. En fait, c'est les personnes qui s'associent à la SIC, que ce soit les personnes privées ou personnes morales, c'est pas forcément celles qui sont là au quotidien le plus. C'est plus, ça va être par exemple pour les partenaires privés, c'est les partenaires privés qui croient au projet, qui ont envie de soutenir le projet, qui ont envie de s'y investir, même si c'est pas eux qui sont là au quotidien dans les activités très concrètes de Maison des Cultures. D'accord. Il n'y a pas eu de réticence parce que c'est pas forcément un modèle qui est très connu et des fois c'est un peu. Si.
Si, il y a eu des réticences, mais même nous, on connaissait pas. Hein, donc, après, c'est beaucoup de pédagogie, mais c'est exactement comme le modèle d'habitat partagé accompagné pour un public Alzheimer. Au début, certains nous disaient, oh là, mais attendez, c'est quand même des gens malades qui sont normalement dans des endroits médicalisés. Donc là, est-ce que ça va, enfin, est-ce que c'est pas trop lourd, trop compliqué, tout. Et puis même sur l'habitat partagé accompagné, c'est aussi un modèle juridique assez encore récent. Donc, il faut faire beaucoup de pédagogie. C'est pareil pour la SIC, c'est beaucoup de pédagogie, d'expliquer les raisons de ce choix, qu'est-ce que ça apporte, puis être clair aussi sur les limites et les inconvénients. Mais vous voyez, on a quand même gardé l'association pour parer aux limites de la SIC. Voilà. Merci. Merci. On a une question de Cécile. Juste mettre le micro, Cécile. Oh, ben oui, ça va parfait. mieux comme ça. Hein. Bonjour. Moi, je n'ai pas de questions directes. Je voudrais juste témoigner de mon adhésion, en fait, de l'adhésion de notre association, Les Toits de l'Horizon, dont je suis présidente, au réseau APA et le soutien du coup qu'on peut avoir entre petits porteurs de projets, voilà, sur des territoires qui sont parfois très isolés. Hein. Nous sommes sur la Creuse. Donc moi, je voudrais juste dire, voilà, on a bénéficié d'un parcours d'accompagnement il y a quelques années en arrière du réseau APA, qui avait lancé un appel à projet et qui nous a permis de bénéficier d'un outillage, en fait, d'un projet qui était en émergence, et donc de pouvoir structurer l'idée, de pouvoir réfléchir à tout ce qui est important, le partenariat, le territoire, comment on sollicite, comment on construit les choses, le projet immobilier, etc., etc. Et puis, il y a de nouveaux parcours d'accompagnement qui sont maintenant pour des porteurs de projets qui sont en essaimage. Donc, ça veut dire que le parcours, ce n'est pas que le début, mais ça nous accompagne longtemps. Pour moi, c'est essentiel parce qu'on est tellement à des niveaux différents et avec des expériences différentes qu'on peut capitaliser en fait sur tout ce qu'on fait et le mettre en commun. Et voilà, je voulais juste témoigner de ce soutien qui est hyper important, et puis aussi de quelque chose d'un peu particulier. Le réseau est situé sur Paris, il pourrait être un peu lointain, or on a des visios d'entraide entre porteurs de projets, on commence à se connaître et à s'appeler et à se voir, etc. D'ailleurs, on peut être à l'initiative de journées territoriales sur nos territoires, et du coup de les organiser comme on veut, etc. Et ça, c'est vraiment extrêmement facilitant. Moi, j'en témoigne régulièrement avec d'autres petits porteurs de projets qui débutent, qui se posent. On se pose en fait tous, c'est une communauté, on se pose exactement tous les mêmes questions. Et je trouve que c'est essentiel de pouvoir être soutenu comme ça. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à regarder le site. Et puis, il y a de l'infographie, enfin, il y a vraiment… voilà. Et puis, bonjour à Caroline. Et bonjour à Hélène et à Yoann également. Merci beaucoup Cécile de ce témoignage, effectivement, de la variété qui montre l'importance du soutien pour les petits porteurs de projets, puis la variété des activités entre des parcours qui sont sur appel à projet grâce à un financement de partenaires comme Malakoff Humanis ou Fondation Massif pour l'instant. Et puis donc ces groupes d'entraide qui sont organisés donc, et où les porteurs de projets donc, peuvent se connecter en visio, et donc où des thèmes divers en général de préoccupation des porteurs de projets sont évoqués. Oui, cette entraide entre porteurs de projets, bon, on arrive à l'animer un petit peu mieux parce qu'on est arrivé à financer, on a 4 salariés maintenant, dont une personne en apprentissage, et ça permet de proposer davantage de choses aux porteurs de projets à partir d'un minimum de niveau de maturité. C'est pour ça que je vous conseille quand même d'aller sur le site avant de demander l'adhésion, parce que si vous en êtes juste « Ah, j'aimerais bien faire ça chez moi », on va pas pouvoir vous répondre tout de suite.
Donc, Très bien. Merci. Et si aujourd'hui, justement par rapport aux questions qui ont été posées, si on veut contacter le réseau APA, il y a une adresse sur le site, on peut peut-être se la repartager ici, peut-être dans le fil de discussion. Je vous ai mis l'adresse du site. J'ai une adresse mail pour un point de contact. Si jamais il y avait ça, ce serait parfait. Ouais, tu peux la mettre si tu veux, Hélène. Ouais. Bah, très bien. Et moi, il n'y a plus de main levée. Il y en aura peut-être qui reviendront. Moi, j'ai une main levée. J'ai cru comprendre, Caroline, que tu étais coordinatrice du coup de la maison. Du coup, à quoi ressemble ton quotidien? Quelles sont tes tâches? C'est vrai que c'est un rôle, bah voilà, enfin, on passe dessus un peu rapidement. Là, on fait comme si c'était une évidence pour tout le monde, mais j'imagine que dans les métiers, en fait, un peu nouveaux métiers qui accompagnent en fait les dynamiques dont on parle, je pense que ton métier est intéressant. Donc voilà, je te laisse la parole. Alors, déjà, juste pour repréciser, donc ce qui fait qu'un habitat inclusif aussi, c'est autre chose que des gens qui habitent côte à côte. C'est grâce à cette fonction d'animateur de la vie sociale et partagée. Donc, on peut dire coordinateur, mais juridiquement, c'est animateur de la vie sociale et partagée. Et ce poste est éligible à ce qu'on appelle l'AVP, donc l'aide à la vie partagée, que la structure porteuse de projet sollicite auprès du département. Donc, si vous voulez, nous chaque personne est âgée ou en situation de handicap a droit à l'aide à la vie partagée si elle va vivre dans un habitat inclusif. Ensuite, tous les habitats inclusifs ne demandent pas l'AVP au département. Nous, on le demande et donc on conventionne avec le département qui finance un temps plein de coordination. Et ce temps plein de coordination, donc d'animation de la vie sociale et partagée, il a pour objectif de stimuler la vie sociale et partagée, c'est-à-dire mettre en place, organiser des activités de partage entre les colocataires, que ce soit dans la maison mais aussi avec l'extérieur, de garantir qu'il y ait une vraie participation sociale des bénéficiaires et de laisser une place aux proches, de garantir le cadre aussi, je dirais, éthique de valeur que s'est donné la structure porteuse, et puis aussi tout ce qui est un peu la gestion quotidienne, à savoir les courses, le budget d'animation de la maison, la facilitation d'intervention de toutes les personnes extérieures. Donc voilà, ça c'est la mission, je dois en oublier, mais c'est la mission principale de l'animateur de la vie sociale et partagée. Et donc selon la dépendance des personnes habitant dans cet habitat, il y a une nécessité plus ou moins intense de cette présence. Par exemple, des seniors autonomes qui vivent ensemble, eh bien, il va peut-être y avoir un animateur de la vie sociale et partagée qui va être là une fois par semaine, juste pour les aider à s'organiser, à faire un repas partagé, à faire une activité. Là, nous, dans le cadre de personnes âgées dépendantes et du 24-24, leur dépendance fait qu'il y a une intensité très importante de cette animation. Donc, au quotidien, qu'est-ce que je fais? Je veille au bien-être individuel de chaque colocataire et à celui du collectif. Je veille à ce que il y ait du lien entre eux, à ce qu'il y ait des activités qui réunissent tout le monde, parce qu'ils ont beaucoup d'activités, mais pas forcément tous ensemble. À ce qu'une personne qui a tendance à pas trop se mêler aux autres, eh ben on aille chercher le support qui va faire que là, elle va discuter avec les autres, elle va s'ouvrir. Donc ça, c'est au quotidien. Qu'est-ce que je fais? Je contacte les familles pour leur dire que il faut racheter des pantalons parce qu'ils sont tous trop petits, que où ils en sont de leur dossier à part, que est-ce qu'ils viennent à la sortie du restaurant. Voilà, ça c'est mon quotidien. C'est aussi guider les auxiliaires de vie. Donc j'ai pas de lien hiérarchique avec les auxiliaires de vie, mais en revanche tout ce qui est l'approche autour des troubles cognitifs, là on est en difficulté avec telle personne qui est agressive pendant le soin d'hygiène, comment on fait? Donc moi mon rôle c'est
c'est de les soutenir, de les guider. C'est ça, c'est aussi coordonner l'ensemble des intervenants et aller chercher à l'extérieur. Tiens, là, on a un projet autour du tricot, qui on va pouvoir solliciter pour venir sur place faire du tricot. Et c'est aussi peut-être aller chercher de l'argent, voilà, ça peut être ça. Et puis faire les courses aussi, gérer les stocks, donc c'est très varié, c'est vraiment multitâche. C'est aussi moi qui change les ampoules, ce genre de trucs. Avec une vision à la fois individuelle, collective de la maison, et puis plus grande échelle au niveau du village, du territoire. Voilà, un petit peu. Hélène, on t'entend. Et quand tu parles de 24 heures sur 24, du coup, tu habites sur place? Non, ah non. Non, moi, j'ai une famille, des enfants. Non. En fait, nous, on n'a pas voulu. On s'est posé la question au début, est-ce qu'on fait un logement pour des professionnels? On n'a pas voulu parce qu'étant donné aussi le profil des personnes accueillies, c'est quand même dur. C'est des personnes désorientées, qui se répètent beaucoup, qui ont beaucoup d'angoisse. Donc, on n'a pas souhaité que des personnes dorment sur place. Donc moi, le 24-24 sont les auxiliaires de vie qui sont là en permanence. Et la maison, les gens, on s'occuperait très bien d'eux, même si je n'étais pas là. Par contre, s'il n'y avait pas mon poste, on ferait surtout les soins d'hygiène, des repas et de la présence. Le fait qu'il y ait un coordinateur, c'est ce qui fait qu'il y a une vie partagée, une gouvernance partagée, etc. Un ancrage sur le territoire. Non, moi, j'ai un poste avec des horaires en semaine classiques. Voilà. Donc, oui, là, j'ai partagé. Donc, vous trouverez dans les… je pense que le support sera en ligne. Donc, il y a quelques annexes très simples sur l'aide à la vie partagée et l'habitat inclusif. Et donc, là, vous voyez les fonctions qui sont susceptibles d'être financées, effectivement, suivant les habitats. Suivant les habitats, les fonctions peuvent être… un petit peu différente, oui. Donc ça, bon, je vais pas vous lire, mais vous pourrez le regarder. Il y a une question que j'ai pas compris de Nelly. Quels sont les critères de sortie de l'HI? Ce type de décision est-il bien… Ah, d'accord, c'est le critère de sortie des personnes, voilà. Alors, dans l'habitat inclusif, les personnes, elles ont un bail de location, donc elles sont chez elles, elles sont dans leur logement. Donc en fait, après, c'est nous ici, l'objectif, c'est qu'elles restent là le plus longtemps possible. Ça nous est arrivé une fois que ce ne soit pas possible, et c'est de la discussion avec la famille en fait. Enfin, c'est vraiment ça, c'est le lien de confiance avec la famille, c'est de discuter, d'échanger, de dire en fait là, pour bien accompagner la personne, il faudrait rajouter ça comme aide individuelle. Mais ça revient à un coût, du coup il y a un coût en plus, une organisation différente. Est-ce que est-ce qu'il y a toujours une plus-value à être ici, quoi? Voilà, c'est comme ça que ça se pose. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Je crois qu'il n'y a plus de main levée, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, j'aurais une autre question pour 10 colocataires, ça te fait combien de TP? De TP, je crois qu'on doit être autour de 7, parce que c'est deux personnes de 8h à 20h et une de 20h à 8h. Ça, c'est vraiment la partie SAD, mais ça fait autour de 7 personnes, parce que tous ne sont pas à temps plein sur la maison partagée. Il y a des auxiliaires de vie qui ont 2. Ce que tu dis pas, effectivement, il y a 7 ETP, plus effectivement toi, mais qui n'assure pas cette présence 24/24, plus les bénévoles qui passent pour aider pour accompagner en promenade, plus les apprenants, les stagiaires. On a 2 services civiques qui sont là les après-midi pour du temps de présence. Effectivement, les stagiaires, donc on a régulièrement 1 voire 2 stagiaires, mais jamais plus. Et les bénévoles, les familles aussi font partie de la vie de la maison. Bien souvent, les familles sont là
elle participe aussi. Donc oui, en fait, les auxiliaires de vie, c'est, on va dire, la base, le fonctionnement de base. Et puis après, il y a beaucoup plus de présence que ça, de par la dynamique de la maison, sa vie. Et puis il y a aussi des servantes qui font des ateliers jardin 2 fois, donc 2 demi-journées par semaine. Et on a également tous les intervenants extérieurs. Par exemple, on a une kiné qui fait 2 fois par semaine un groupe de gym, donc avec tous les colocataires. On a l'orthophoniste qui vient toute une après-midi prendre les colocataires en individuel. Un autre kiné qui vient pour les séances individuelles. On a une pianiste qui vient faire des cours à 2 personnes. Voilà, en fait, il y a tout un tas d'intervenants extérieurs qui vont venir en plus et qui nourrissent cette vie sociale et partagée. Et donc, pour revenir, Yann, sur ta question, ça, c'est mon rôle, c'est d'organiser tout ça, de faire du lien, de donner les transmissions, de faire adhérer les familles ou d'entendre aussi leurs remarques. Voilà. De prendre une idée au vol et de la mener à bout. Voilà, par exemple, typiquement, des familles et puis des auxiliaires de vie me disent un jour, mais le café, il est dégueulasse ici. Moi, je bois pas de café, alors on sait rien. Je dis, ok, ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez prendre du café plus cher? Et donc, quelqu'un me dit, mais sinon, on pourrait moudre le café. Eh ben, allez, c'est parti. Moudre le café, c'est un geste ancien, un geste de réhabilitation. C'est aussi très sensoriel, c'est très moteur, très intéressant. Donc, j'ai demandé aux familles qui pourraient nous ramener un moulin à café pour essayer. Et voilà, on a lancé une activité, en fait, un projet d'activité qui fait du sens et qui aide les personnes à l'autonomie. Ok, parfait. Est-ce qu'on va avoir d'autres questions? Moi, je peux en avoir, hein, je peux en avoir d'autres. On a parlé du coup de la difficulté qu'il pouvait y avoir à pousser ce genre de projet et qu'il y avait une dimension politique assez forte autour. C'est quoi en ce moment vos gros enjeux là, Caroline, Hélène? Alors, il y a deux options. Soit, comme tu disais, Hélène, pour vivre heureux, ils vont cacher, hein, comme ça, on ne viendra pas nous chercher. Soit, au contraire, on se montre, on valorise tout ce qui se passe pour faire preuve et montrer que quand ça se fait, ça marche, mais aussi montrer les limites. Nous, on est plutôt sur la deuxième option. Parce qu'en fait, on pense que c'est en faisant preuve actuelle qu'on peut faire bouger les choses. Et donc, aujourd'hui, nos grands sujets, c'est deux. Il y a 2 choses pour nous, Maison des Cultures. Hein. C'est la question d'aider les familles sur le 24/24, comme on en a parlé. Donc, éventuellement, bénéficier d'une expérimentation autour d'une aide sociale en habitat inclusif. En fait, l'enjeu, c'est rendre accessible financièrement ce type de dispositif. Parce qu'on a eu beaucoup de vacances locatives en 2022 et le prix, évidemment, est le premier frein. Et donc voilà. Donc pour ça, on travaille avec d'autres colocations Alzheimer en collectif, avec l'Observatoire de l'habitat inclusif pour que les choses remontent. Et voilà, après moi je suis pas très... Hélène est un peu plus au fait de tous ces trucs-là. Et juste pour finir sur le deuxième sujet plus plaidoyer pour nous aujourd'hui en ce moment, Maison des Cultures, c'est comment on fait pour se développer quand on est une structure qui gagne pas d'argent. Comment on fait pour pouvoir développer nos activités? Il faut embaucher du monde et donc il faut valoriser ce qu'on fait pour aller auprès des partenaires, toquer à la porte. Ouais. Alors, globalement, effectivement, en termes de plaidoyer, donc qui est aussi une activité importante du réseau APA, importante parce que de fait, le réseau APA s'est créé au moment où il y avait la loi Elan, enfin les articles sur l'habitat inclusif étaient dans les tuyaux sur la loi Elan. Donc tout de suite, on s'est retrouvé à faire une contribution au CEDA et tout de suite, on s'est retrouvé aussi à contacter les députés et puis à
participer au groupe de travail pour écrire du côté associatif pour contribuer à l'écriture des textes. Alors, les grands enjeux, ils sont de différents ordres. Donc, au départ, le forfait habitat inclusif était distribué par les ARS et finalement, ça a été remplacé par l'aide à la vie partagée qui, elle, est une aide sociale accordée par une aide individuelle accordée par les départements. Donc, il y a un enjeu d'équité des territoires avec actuellement des départements qui n'ont pas tous le même engagement, la même compréhension et la même acception des choses. Donc, un des rôles de Réseau APA et d'autres collectifs avec qui le Réseau APA travaille, c'est de faire remonter des territoires les bonnes pratiques et les moins bonnes pratiques pour dire, écoutez, dans tel département, on ne peut pas du tout travailler parce qu'il y a telle chose qui n'est pas normale. Donc ça, c'est un enjeu donc d'un développement qui soit équitable sur les différents territoires. Ensuite, un autre enjeu qui est effectivement cette accessibilité économique et puis quelques niches d'habitat inclusif qui ont des problèmes pour se développer. Donc, on a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, donc aussi une prise de conscience et des réflexions, puisque l'habitat inclusif, ça avait été au départ, au départ, non. Il y a un des éléments qui a fait que un dispositif qui était pensé pour les personnes en situation de handicap a aussi été pensé pour les personnes âgées. C'était le fait qu'il y avait une mesure dans un plan Alzheimer qui était, il faudrait développer les formes alternatives d'habitat pour les personnes qui sont en situation de troubles cognitifs du fait de la maladie d'Alzheimer. Et puis, il se trouve qu'au bout du compte, dans les projets, il y a une déception de la CNSA qui est très contente du développement de l'habitat inclusif, mais une déception parce qu'il y a peu de projets pour personnes âgées pour personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, du fait de l'accessibilité économique. Donc, il y a une véritable réflexion là-dessus. Et puis, en ce moment aussi, donc ça, c'est quelque chose qui est très, très chaud, c'est que il y avait une question qui était en suspens sur la sécurité incendie. Donc, en principe, l'habitat inclusif, c'est de l'habitat, de base, c'est de l'habitat. Donc, il n'y a pas de raison d'appliquer les dispositifs de sécurité incendie pour l'habitat, qui sont en vigueur dans les établissements pour l'habitat inclusif. Les pompiers avaient une autre appréciation, et là, donc, c'est en train de se traiter au niveau, dans un comité interministériel, parce que là, c'est si on applique des dispositifs d'établissement à l'habitat inclusif, c'est pas possible. C'est ce qui s'était passé il y a 15 ans quand les petites unités de vie ont dû fermer. Voilà, c'était pas à vous que je disais ça ce matin, c'était à quelqu'un d'autre. Mais donc, et dans les autres pays où l'habitat inclusif se développe, l'habitat inclusif est bien considéré comme de l'habitat, et c'est pour ça que c'est important c'est de l'habitat, parce qu'il y a une participation des habitants et de leurs représentants à la gouvernance, et que c'est pas tout dans une main. Voilà, c'est pas quelque chose de top-down. Très bien, merci. Je vois pendant que tu parlais que Jeff a levé la main. Donc Jeff, on va prendre ta question. On n'entend pas. Ouais, on ne t'entend pas, Jeff. Pardon, j'avais remis la lumière, mais pas le son. Pardon. Bonjour, merci beaucoup. Jean-François Boisson, moi j'ai créé une SIC il y a quelques années, et puis je travaille avec Yann sur la fabrique des santé. Et j'avais une question sur votre modèle économique, effectivement. Là, il dépend beaucoup, si je comprends bien, des subventions et des aides publiques. Est-ce que vous avez imaginé adosser un fonds de dotation à votre projet qui, du coup, drainerait des fonds issus du mécénat et qui pourrait justement, comme on est vraiment dans l'utilité sociale, il n'y a pas de débat en termes de recevabilité fiscale, c'est la première question. Et deuxièmement, je ne sais pas si vous savez, mais les SIC peuvent faire travailler des bénévoles
Donc, c'est une particularité des SIC, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois dans le champ concurrentiel et en même temps, elles peuvent faire travailler des bénévoles. Voilà, savoir si c'était aussi quelque chose que vous aviez envisagé. Voilà. Merci. Je crois que j'ai entendu votre nom à l'URSSCOP plusieurs fois. Possible. Alors, notre modèle économique, en fait, il est... il dépend pas... Le poste d'animateur de la vie sociale et partagée, effectivement, lui, est complètement lié à une subvention du département, mais qui, normalement, est lié à la personne qui vient habiter ici. Donc, c'est un peu sur les deux plans, mais... Et donc, nous, on a monté quand même le modèle de manière à ce que la maison partagée puisse fonctionner sans subvention extérieure, mis à part la VP. Donc, c'est-à-dire que la maison, elle fonctionne avec la VP. Hein. Par contre, dès qu'on veut faire des travaux, par exemple, là, on a fait tout un plan accessibilité physique, hein, monter escalier, refaire des salles de bain et tout. Là, il faut qu'on aille chercher des subventions extérieures. Dès qu'on veut faire un nouveau projet, il faut aller chercher des subventions extérieures. Et c'est clair que c'est tout un travail. Et donc, on a pensé à un fonds de dotation commun avec d'autres colocations Alzheimer, notamment pour la question de la vacance locative et de l'accessibilité financière. On s'est dit, pourquoi pas se mettre en commun et de cette manière avoir un fonds commun qui puisse être dédié à des personnes qui n'ont pas les moyens de rentrer dedans. On y a pensé. C'est pas encore concrétisé, mais c'est une piste. Et tout comme on pense aussi parce qu'il y a un volet immobilier qui est quand même prépondérant dans nos projets, à des foncières sociales, à une foncière sociale qui puisse porter l'immobilier et de cette manière aussi peut-être pouvoir, je sais pas de quelle manière d'ailleurs exactement, mais soutenir l'activité de la SIC. Donc voilà pour et oui, et par rapport aux bénévoles, oui, ça effectivement on a des bénévoles, mais aujourd'hui les bénévoles sont plus sur on a des bénévoles qui viennent pour être présents auprès des colocataires, ce qui est super, mais aucun bénévole sur l'activité improductive, on va dire. On vient par exemple des gens qui pourraient nous aider à faire un peu de communication, ou à remplir un dossier de subvention, des choses comme ça, sur des choses plus techniques, pas du tout. Voilà. Les membres de la SIC, la société de la SIC, ils sont bénévoles aussi. Oui, par contre, les membres de la SIC sont bénévoles et nous aident sur toutes ces questions-là. Oui, tout à fait. Okay. Parce que je me disais que sur le territoire, comme il y a vraiment cette dimension écosystème et territoriale, il y a probablement sur le territoire des personnes qui ne sont pas occupées à plein temps, soit elles sont en retraite, pré-retraite, inactives d'une manière ou d'une autre. Et c'est un moyen supplémentaire de faire, de faire vivre cet écosystème territorial, de créer du lien. C'est bénévole. Je dis pas que c'est facile, hein, bien sûr, mais je me demandais si c'était accessible. Et comme la SIC est quand même un véhicule incroyable pour permettre justement à la fois d'être dans le système, dans le modèle marchand et en plus de faire bosser des bénévoles. Je me demandais si vous aviez pu trouver ça, mais c'est sans doute effectivement pas très facile. Et puis, pour rien vous cacher, on a un assureur qui connaît pas les SIC et qui est vigilant à la question du salariat déguisé. Et donc, qui nous demande de faire attention sur les missions bénévoles de la SIC parce que ça reste une société commerciale. Et donc, en tout cas, bravo, c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci. Comment s'articule l'emploi des bénévoles? Tu peux préciser ta question, Alison? Si jamais tu veux prendre le micro, Alison, tu es la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je me posais la question parce que M. Boisson a dit qu'on pouvait employer des bénévoles et du coup, je ne vois pas comment. Donc, je me posais la question, justement. Alors, ils sont pas employés, hein, les bénévoles. Ils signent une charte. Alors, chez nous, ils signent une charte du bénévolat.
Et puis ensuite, on définit leur mission en fonction de ce qu'ils souhaitent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Et ils font un binôme avec un bénévole déjà présent pendant le nombre de séances dont ils sentent avoir besoin pour ensuite faire sa mission de manière autonome. Voilà. Et puis après, moi, je fais un point régulièrement avec eux. C'est comme ça que ça fonctionne pour nous, les bénévoles. D'accord, bon, bah, je comprends mieux. Merci. Oui, c'est ça, Jeff, c'était un abus de langage, non, quand tu disais de pouvoir embaucher des bénévoles. Oui, c'est pas, enfin, c'est vrai que c'est pas employé, parce que quand employé, ça veut dire qu'on a un emploi et donc derrière, probablement un salaire. Et donc, on peut solliciter, faire travailler. Enfin, oui, c'est vrai qu'il faut être super. Alors, c'est marrant que ce soit l'assureur, d'ailleurs, qui lève le drapeau. Ça devrait plutôt être l'expert comptable, ou celui qui s'occupe du social. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention. Voilà, enfin, cela dit, il y a quand même une grande tolérance. Moi, je travaille pour un tiers-lieu à Paris qui s'appelle le Collège des Bernardins. Et on a 120 bénévoles. Il y a des bénévoles qui ont des tâches, de mon point de vue, un peu opérationnelles, et ça fonctionne quand même très bien. Bon, bah, je le sais Très maintenant. Merci pour ce témoignage. Non, bah, très bien, merci. Si je vois qu'on arrive à l'heure, on arrive à 14h. Les échanges ont été très intéressants, en tout cas de mon point de vue, j'espère que c'est partagé. Est-ce qu'il y a une dernière question ou un dernier ajout? Voilà, Hélène, Caroline. Moi, je voulais bien remercier Hélène pour le petit mot, là, Hélène Méjean, sur la transition démographique. C'est clairement ça l'enjeu, c'est développer ça et que ça puisse être un choix. Et puis rappeler aussi, parce que je pense que j'ai pas beaucoup insisté dessus, enfin j'ai parlé de l'ancrage territorial, mais que ces projets-là sans partenaires, que ce soit les partenaires publics comme la commune ou le département, mais aussi les partenaires privés comme Malakoff Humanis, la MSA, la Fondation de France, et j'en oublie, ça peut pas exister. Donc voilà, de aussi remercier tous ces partenaires et toutes les personnes qui gravitent autour du projet. Il y a beaucoup de monde qui gravite autour et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Très bien, merci pour ce rappel. Hélène, est-ce que tu as un dernier mot, un message à faire passer? Donc, moi, je dirais aussi, donc comme Hélène Méjean, ce qui est important, c'est vraiment que chacun puisse choisir comment il a envie de vivre et de vieillir quand il a besoin d'aide. Et donc, dans un rapport de Nipifto et Wolfram avait introduit le mot pour les porteurs de projets personnes 3P, qui voulait dire porteurs de projets d'habitat partagé. Et je pense que les 3P, c'est vraiment donc un peu l'ADN de ce type d'habitat qui est participation, partage et partenariat. Très bien, parfait. Ben, merci pour ça. Je vois que Caroline a reglissé le lien vers le site de la Maison des Cultures. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour suivre ce qu'ils font. Écoutez, merci beaucoup. On va clôturer maintenant. Caroline, Hélène, on se recontacte par ailleurs. Et puis tous les autres, sachez que nos rencontres sont mensuelles. On recevra le mois prochain, le 17 mai, l'association Soignons Humains, qui expérimente depuis plusieurs années un dispositif de soins infirmiers à domicile sur le modèle Buurtzorg qui nous vient des Pays-Bas et en fait qui adopte une posture des principes, des pratiques en adéquation avec nos dynamiques tiers-lieux et avec tout ce qu'on peut discuter ici, à la différence qu'ils n'ont pas d'unité de lieu, puisque c'est un dispositif mobile, beaucoup d'acteurs distribués sur les territoires et voilà, on considère que c'est assez intéressant de mettre en avant ces acteurs-là aussi, puisque bien souvent revient la question dans les tiers-lieux de l'aller vers, pour au final souvent arriver à la conclusion qu'il fallait des unités mobiles pour se projeter à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on invite un acteur qui est, donc pour le coup, c'est le cœur de métier, on va dire, dont c'est l'offre, et qui a déjà des résultats qui ont été évalués et qui ont démontré la pertinence à la fois économique et en termes de soins de ce type de dispositif. Donc voilà, on vous invite à revenir nombreux le mois prochain, c'est le 17 mai. Vous pouvez déjà vous inscrire sur l'espace de documentation de nos rencontres.
Voilà. Eh ben, écoutez, merci à tous. Et puis à très bientôt. Au revoir. Merci Merci beaucoup. de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Yann pour l'organisation. Bah, je t'en prie.